scientifique et de la culture, organisée par notre pôle francophone de l'UAM avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie. Le pôle francophone, c'est sûr que vous le savez déjà, mais c'est un espace interculturel de rencontres, de dialogue et d'échanges ouvert à un public divers et hétérogène. Notre but principal est de diffuser la recherche en langue française, ainsi que de favoriser le rayonnement des niches culturelles et scientifiques à Madrid, grâce en grande partie à la collaboration de nos amis, l'Institut français de Madrid, l'ambassade de France à Madrid, la Casa de Velázquez, la Fundación Diálogo, le lycée français à Madrid et l'Instituto Beatriz Galindo. Pour ce café scientifique, engagez-moi, je suis mathématicien, présenté par Enrique Zuazua. Le lycée français de Madrid a eu l'immense gentillesse de vouloir collaborer avec nous. Nous aimerions aussi faire une mention spéciale aux étudiants et étudiantes du lycée français qui ont voulu nous rejoindre aujourd'hui. Ce café est pour vous. Donc, il est important de souligner que ce café va être enregistré et diffusé à travers nos réseaux sociaux. Donc, si vous ne voulez pas être enregistré, il est nécessaire de maintenir vos caméras et vos micros éteints pendant toute la présentation et aussi pendant les questions. Pour le reste, c'est aussi important de les maintenir hors tension pour ne pas empêcher le bon déroulement de la présentation. Vous aurez l'opportunité de participer à la fin de l'exposé pour poser vos questions. Pour ce faire, vous cliquez, ça c'est important, vous cliquez sur participants et il y aura 3 points à la fin de la fenêtre où vous aurez l'option de lever la main. Donc, notre collaboratrice du pôle francophone vous donnera la parole et vous pourrez poser la question avec la caméra allumée si vous voulez bien. Donc, je voudrais passer la parole à Jean-Baptiste Ribé, professeur en mathématiques du lycée français de Madrid, qui va présenter à son tour Enrique Zuazua. Donc, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est nombreux, on est 66 là, dans la salle d'attente, donc c'est un franc succès. Pour écouter des mathématiques un soir à 18 h, je trouve que c'est très bien déjà de constater ça. Donc, moi, je suis professeur effectivement au lycée français de Madrid et on est très honoré de pouvoir participer à ces cafés scientifiques. Ce sont des conférences de grande qualité en français à Madrid. Donc, pour nous, c'est une chance pour nos élèves. J'espère qu'ils sont nombreux connectés et pour tous les participants. J'espère qu'on pourra continuer dans l'avenir et dans un futur proche pouvoir faire ça en présentiel au lycée. Je trouve que ça pourrait être quelque chose de très réjouissant de pouvoir continuer. Donc, je vais présenter, on m'a demandé, et j'ai l'honneur de présenter Enrique Zuazua, qui est un grand mathématicien, qui a fait ses études et sa thèse à l'Université du Pays Basque, mais aussi avec l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a on va dire, la double culture franco-espagnole dans son domaine professionnel, hein, puisque faire une thèse à Paris. Puis il a été enseignant aussi en France. Hein, il a été chargé de cours à Polytechnique, avec, je crois, en collaboration avec un professeur mathématique, Yves Meyer, qui est une des stars mondiales, on va dire, des mathématiques. Alors bien sûr, ça reste dans le milieu des mathématiques, mais c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Donc, son domaine, c'est les équations. Alors, il est actuellement professeur à l'Université Autonoma et bon, je ne vais pas faire son CV parce qu'il y a plusieurs pages et beaucoup de prix.
Je crois que c'est quelqu'un qui est aussi très impliqué dans la divulgation mathématique, dans la diffusion des mathématiques, et donc on a cette chance de pouvoir en profiter. Son domaine sont les équations aux dérivées partielles et l'analyse numérique. Alors, équations dérivées partielles, c'est des sujets très compliqués, bien sûr, de mathématiques, ce qu'on appelle les mathématiques fondamentales, mathématiques pures, parfois on dit. Et l'analyse numérique, c'est aussi trouver des solutions approchées de ces équations. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'interface entre mathématiques fondamentales et mathématiques appliquées. Et je crois que c'est assez intéressant de voir ça, puisque souvent on a tendance à opposer les mathématiques fondamentales et les mathématiques appliquées. Et je crois que justement, au contraire, il faut essayer de voir en quoi chacune des branches, les applications servent la théorie. La théorie, bien sûr, sert énormément à les applications à venir. Et je crois que ça va être le thème de la conférence, de donner un panorama un petit peu des mathématiques actuelles et de leur impact sur notre vie quotidienne, et en quoi un mathématicien a sa place dans la société et à différents niveaux. Je crois que c'est intéressant de voir ça, parce que la première question qu'on a, nous, en tant que prof de maths, souvent au secondaire avec nos élèves, c'est « Mais monsieur, à quoi ça sert ?» ou « Madame, à quoi ça sert les mathématiques ?» Les mathématiques, ça sert. Ce n'est pas évident à expliquer quand on commence à apprendre à faire des mathématiques. Ce n'est pas évident de cerner tout ça, mais je crois que ce soir, monsieur Enrique va nous donner un panorama et essayer de nous convaincre de cette utilité et de l'importance de continuer à les étudier bien, en profondeur. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. On a hâte de voir la conférence. Donc, on remercie encore l'Université Autonoma, bien sûr, le professeur Zoazwa de nous partager ce moment, de nous permettre de partager ce moment avec nous. Et j'espère que les échanges seront fournis à l'issue de la conférence, parce que voilà, ça ouvre des perspectives. Et je crois que, en tout cas, ça va donner beaucoup de questions et pour nos élèves, j'en suis sûr, et j'espère pour tous les participants. Donc, professeur, je vous laisse la parole pour votre présentation. Alors, il faut activer votre micro, et moi, je vais couper le mien pour éviter les interférences. Voilà. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? C'est parfait. Oui. On voit la projection, le Voilà. partage d'écran. Et vous voyez peut-être un peu mieux maintenant le partage? Vous voyez? Il n'est pas passé encore en mode présentation. Mais non, il n'est pas passé. On a la page de garde encore. Oui, voilà. OK. Merci donc à tous pour être là. Comme Jean-Baptiste a dit, on a en fait aussi des collègues communs à Toulouse. C'est un peu je pense, l'origine de Jean-Baptiste en tant que mathématicien quand il s'est formé avant de venir à mener toute une vie professionnelle et une vie en Espagne, à Bilbao et à Madrid maintenant depuis quelques années. Comme chercheur de mathématiques au lycée français. C'est un grand honneur parce qu'en France, les mathématiques, c'est beaucoup plus qu'une discipline. Je dirais que c'est peut-être une des marques du pays, de l'État. Et donc, je remercie bien sûr notre vice-présidente à l'Autonoma, Carmela, de m'avoir donné cette opportunité. Anna, Maria, tous qui ont fait possible cet événement. Je trouve que c'est une excellente idée. Au fait, moi, j'ai été élevé à l'école en français. C'est après qu'on a commencé à apprendre l'anglais. Depuis, évidemment, la science, on l'a fait souvent en anglais. Et je trouve toujours étonnant quand, en parlant avec un jeune élève en thèse ou en postdoc, et je lui donne un article en français, il me dit « Ah non, mais je ne connais pas le français », alors que au fait, voilà, le français a été pendant des siècles la langue de la science. Et en fait, je trouve que pour les gens qui apprennent l'espagnol quand on est petit, l'effort supplémentaire que ça demande d'apprendre aussi l'anglais, le français, pardon, c'est petit par rapport
à tout ce que le français et la langue et la francophonie nous donnent en retour. Hein. Donc, voilà les titres. Engagez-moi, je suis un mathématicien. Effectivement, donc, les pôles francophones de l'UAM, avec tous les collaborateurs pour cet événement, ils ont fait plein de publicités de cette conf dans les réseaux sociaux. Et j'ai vu récemment qu'un collègue philosophe, je pense, il a dit, mais a-t-on besoin d'expliquer ça? Maintenant, pourtant, c'est clair, tout le monde parle de ça, du grand succès des mathématiques, d'à quel point les mathématiques sont demandées au marché du travail. C'est vrai, peut-être en ce moment c'est vrai, mais faut-il encore, je trouve, faut-il encore expliquer en quoi ça consiste pour que les jeunes surtout sachent qu'est-ce qu'ils doivent attendre et pourquoi c'est malgré les ordinateurs et les rapides développements de technologies et aussi des sciences avec les technologies, bien sûr, pourquoi ils doivent encore s'investir à bien apprendre le fondement de mathématiques. Voilà. Donc, en fait, la première réponse a déjà été donnée par Protagoras d'Abdera il y a 2500 ans, quand il a dit que l'homme, c'est la mesure de tout. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, Protagoras d'Abdera? Protagoras d'Abdera, c'était un savant nomade. Donc, il allait là où on le demandait pour donner conseil. Il y avait des discussions, il y avait des conflits. Il fallait partager un territoire pour un héritage. Et donc, lui, c'était un savant qui voilà, appliquait ses connaissances universelles, donc les mathématiques, d'accord? Parce que mathématiques, dans son origine, dans l'ancien grec, mathéma, c'est est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut connaître. Donc, mathématiques, maintenant, c'est une discipline, mais à l'époque, à l'origine, c'était vraiment l'ensemble de toutes les connaissances. Alors, lui, il a dit, l'homme, c'est l'unité des mesures pour tout mesurer. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire qu'au fait, voilà, nous, on est des hommes, on est des êtres humains, donc pour nous, notre propre dimension, donc on mesure en mètres, peut-être qu'on mesure en mètres parce qu'on a une hauteur entre 1 mètre et 2 mètres la plupart des gens, n'est-ce pas? Si on mesurait peut-être 50 mètres, on aurait pris une autre mesure, d'accord? Le décamètre peut-être pour mesurer. Mais nous, on a pris le mètre parce que nous, notre référentiel, c'est nous-mêmes. C'est notre corps, notre cerveau, notre cœur qui nous donne la possibilité de comprendre l'univers. À la fois, c'est aussi une limitation, n'est-ce pas? Parce qu'on est quand même collé au sol, on ne peut pas voler comme les oiseaux, on ne peut pas vivre au-delà de la mort, on ne peut pas reculer en arrière le long du temps, d'accord? Le temps avance toujours, on devient de plus en plus âgé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on est aussi limité par notre propre être, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que Protagoras d'Abdera a dit l'homme, c'est l'unité de la mesure, des mesures, et c'est aussi bien l'unité pour le bon et pour ce qui est limitant, d'accord? Et en fait, les pythagoriciens, comme vous savez, ils sont déjà, il y a très longtemps, d'accord, commencés. Ils ont créé à l'époque une école, c'était une espèce de secte, c'était plus qu'une école, non? C'était un lieu de rencontre pour réfléchir, pour essayer de comprendre la nature en suivant un peu la même idée, c'est qu'on va tout mesurer par des unités de mesure et les unités de mesure vont devenir les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Excusez-moi, Enrique, de te couper, mais on ne voit pas les diapositives. On est bloqué sur la première page, en fait. Oui, d'accord. Donc, on est sur le titre, en fait, de la conférence. Quelque chose n'a pas marché dans la... Ouais. D'accord, ok. On reprend la présentation. Voilà. Et donc, j'ai refait le partage. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Et vous le voyez passer? Là, c'est parfait. OK. Voilà, donc ça, c'était Protagoras d'Abdera. Là, c'est les pythagoriciens. Ils sont décidés, on va tout mesurer avec les nombres naturels et les nombres rationnels. Donc, 1, 2, 3, 3 sur 7, 4 sur 8, comme lorsque on divise une tortilla ou une pizza en morceaux pour partager avec les amis, n'est-ce pas? Mais c'est eux-mêmes,
c'est un des membres de l'école qui s'est rendu compte que les programmes n'étaient pas possibles. D'accord? Il a remarqué, il a fait une remarque catastrophique au début. Il a dit, mais écoutez, nous, on veut mesurer tout avec les nombres naturels et les fractions. Pourtant, quand je prends un triangle de côté unité, un triangle rectangle de côté unité, alors l'hypoténuse, c'est la racine carrée de 2. Et lui, il a dit, la racine carrée de 2 n'est pas un nombre fractionnaire, n'est pas un nombre rationnel. On ne peut pas l'écrire comme les quotients de P divisé par Q, P et Q étant des nombres entiers. Et il avait raison, ce n'était pas possible. Alors à l'époque, je pense qu'il y a plusieurs versions de ce qu'il est devenu cet homme. On ne sait pas s'il a été, s'il a été éjecté de l'école, mais en tout cas, à long terme, le résultat a été que les pythagoriciens ont compris que leur but était correct, d'accord? Le grand but de tout mesurer à partir des nombres était correct, mais qu'ils avaient été un peu naïfs au départ en croyant qu'ils allaient décrire la complexité de la nature par les nombres entiers et les nombres rationnels, et ils se sont dit, d'accord, mais ce n'est pas grave, on va donc intégrer aussi les nombres irrationnels avec cette nouvelle maintenant armée de nombres plus complète. On va continuer notre programme. Et c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. On a rajouté autant de couches de complexité qu'il a fallu aux mathématiques, avec les mathématiques pures, appliquer les différentes nouvelles découvertes, le chaos, les fractales, etc. Et on est arrivé là avec le programme des pythagoriciens qui est encore toujours valable et tout à fait vivant. D'accord? En fait, il y a souvent les gens vous posent la question, quand vous êtes un mathématicien professionnel, les gens vous disent, mais en quoi vous faites de la recherche? Les mathématiques ne sont pas déjà finies, ce n'est pas un univers déjà clos, ce n'est pas rond déjà, ce n'est pas complété. Et la réponse est non. La mathématique doit continuer son programme. C'est un programme qui va durer autant que l'humanité vive, n'est-ce pas? Et la raison, c'est ce qu'Albert Einstein avait déjà dit. Il avait dit, tant que les lois mathématiques se reflètent à la réalité, elles ne sont pas certaines. Et tant qu'elles sont certaines, elles ne se réfèrent pas à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire Einstein? Einstein, il voulait dire que la nature est infiniment riche, infiniment complexe. Donc, les mathématiques, c'est juste une approximation. C'est une approximation de plus en plus parfaite, mais elle ne sera jamais exacte, elle ne sera jamais complète, parce que chaque fois qu'on va faire un pas en mathématiques, il va y avoir aussi un pas technologique qui va nous permettre de découvrir de nouveaux aspects, de nouvelles dimensions de la nature et du vivant qui vont faire appel à nouveau à de nouvelles mathématiques. Donc, c'est un cercle, dans ce cas, pas vicieux, c'est un cercle riche qui s'enrichit et qui est éternel. Et c'est comme ça qu'on a créé la société dans laquelle on vit, de civilisation en civilisation. On suit tous les programmes originaux des pythagoriciens de manière de plus en plus sophistiquée. C'est ça qui nous permet de passer d'une société qui vivait dans l'époque des pyramides jusqu'à la société hyper-technologique d'aujourd'hui. D'accord? Et alors, au niveau de la recherche et de la créativité, il y a notre génie, Richard Feynman, qui a eu le prix Nobel en 1965 pour avoir développé les premières idées, les fondements de la science, des nanosciences, de la nanotechnologie aujourd'hui, n'est-ce pas? D'abord, les nanosciences. C'est lui qui a dit qu'il y a plein d'espace là en bas. Il voulait dire qu'à l'échelle nano, l'univers change. Et donc, il y a plein d'espace pour développer de nouvelles sciences et de nouvelles technologies. Et il s'est avéré absolument vrai. Mais il avait dit aussi au sujet de la recherche, il avait dit notre imagination est poussée au maximum. Et c'est vrai, en tant que mathématicien, en tant que scientifique, on pousse notre imagination au maximum. Mais pas pour rêver comme dans les films de science-fiction, mais juste pour essayer de comprendre la nature qui nous entoure. Parce que, comme j'ai dit, l'univers en soi, il est infiniment riche. D'accord? Mais c'est vrai que des fois, quand on parle de science-fiction,
les mathématiques sont évoquées aussi, hein, dans les célèbres livres de La planète des singes de Pierre Boulle. Il y a un moment où le monde est à l'envers, c'est-à-dire c'est les humains qui sont esclaves des singes. Les singes considèrent les humains comme des êtres inférieurs et dangereux, et alors les humains doivent communiquer avec les singes et leur expliquer qu'au fait, ils sont des êtres intelligents et qu'ils ne sont pas dangereux, qu'au fait, ils veulent continuer à vivre et qu'ils sont prêts à créer un nouveau monde en coopération avec les singes. Mais évidemment, les singes, ils ne comprennent pas aux êtres humains, ils ne comprennent pas le langage des humains, ils se méfient. Et alors, la forme, d'accord, dont les humains trouvent pour démontrer aux singes qu'ils sont intelligents, c'est d'écrire au sol, dans le sable, avec un bâton, de dessiner, d'accord, la preuve du théorème de Pythagore, la preuve géométrique simple du théorème de Pythagore que tout le monde connaît, comme quoi l'hypoténuse, c'est la racine carrée des sommes de deux côtés, des carrés des deux côtés. D'accord? Donc, vous voyez que quand il s'agit de décrire l'homme, de dire que l'être humain est intelligent, probablement, je pense qu'on n'aurait pas tort si on disait que ce qui nous distingue de toutes les autres espèces, c'est peut-être notre capacité de développer des langages. Aujourd'hui, on parle en français, mais l'être humain a créé des milliers de langages. C'est ça qui les rend différents par rapport aux autres êtres de la nature, mais aussi les mathématiques comme base de toutes les sciences qui viennent après. D'accord ? Mais les mathématiques ne sont pas toujours faciles. C'est pour ça que les mathématiques, deux fois, à l'école, ont une réputation qui n'est pas si bonne. Il y en a beaucoup qui les trouvent difficiles. Et ça c'est un passage qui est dû à Pierre de Fermat, d'accord, à Paris. Donc, il faisait des mathématiques parce que ça lui plaisait. C'est lui qui a écrit dans le Marche, dans le livre, que l'équation xn plus yn égale à zn n'avait pas de solution entière pour n, des nombres entiers n plus grands que 2, n'est-ce pas? Pour n égale à 2, il y en a évidemment des solutions. 4 au carré plus, c'est quoi? 3 au carré, ça fait 25, et 25 c'est égal au 5 au carré. Donc pour n égale à 2, vous savez la solution, x égale à 4, y égale à 3 et z égale à 5. Et c'est lui qui a dit, il y a presque 400 ans, il avait dit que cette équation n'avait pas de solution pour n plus grand ou égal à 3 et qu'il avait une preuve, mais qu'il ne pouvait pas l'écrire parce qu'il n'avait pas assez de place dans sa feuille pour le faire, n'est-ce pas? Mais à la fois, c'est lui-même qui, en s'intéressant à d'autres problèmes, par exemple la réfraction de la lumière, ces phénomènes comme quoi on voit qu'un crayon, quand on le fait rentrer dans l'eau, on voit comment on a l'effet optique qu'il se plie, n'est-ce pas? Évidemment, le crayon ne se plie pas, mais c'est l'effet optique qu'on a. Alors, Fermat, il avait compris qu'il s'est plié l'effet optique de cette discontinuité donc, dans l'image du crayon était dû au fait que la lumière cherche toujours le chemin le plus court, comme les chauffeurs de la voiture, comme on en fait tous chaque fois dans notre vie courante. On essaye d'aller de la maison à la fac, toujours à l'école, toujours en suivant les chemins les plus courts. La lumière faisait la même chose. Fermat avait eu la bonne intuition, mais il n'avait pas trouvé la réponse. Et alors Fermat, qui avait quand même, c'était une personne avec une personnalité assez forte, hein, il avait cru démontrer les théorèmes de Fermat. Pourtant, ça a pris presque 400 ans aux mathématiciens pour avoir une preuve complète. C'était fait en 92, je pense, il y a à peine 30 ans que ça a été fait, n'est-ce pas? Donc, ça a occupé les mathématiciens pendant 3 siècles et demi. Donc, lui qui avait une personnalité aussi forte pour croire qu'il avait démontré les théorèmes alors qu'il ne l'avait qu'énoncé, n'est-ce pas, comme conjecture, on devait dire la conjecture de Fermat, hein, mais pas les théorèmes de Fermat, parce qu'il n'avait pas démontré. Lui, il n'avait pas trouvé la réponse à la démonstration, à sa propre loi de temps minimal pour le voyage de la lumière. Et alors, il avait dit, la façon de reconnaître qu'il ne pouvait pas donner une réponse, c'est ce qu'il a dit, c'est ces problèmes ne fait pas partie des plus faciles. C'est pour ça que je conseille toujours aux élèves,
quand vous allez à un examen oral et les problèmes vous posent une question, le professeur vous pose une question très difficile, ne dites pas je ne sais pas, je ne comprends pas la question. Vous pouvez toujours dire de manière très élégante, comme Fermat, au fait, professeur, ce problème ne fait pas partie des plus simples. D'accord? Voilà. Et au fait, il y a une autre anecdote, j'ai beaucoup aimé ça autour de Pierre Fermat. J'ai pris le métro il n'y a pas si longtemps à Paris. Je pense que c'était le métro Jussieu, là où il y a justement l'université Pierre et Marie Curie, maintenant devenue Sorbonne Université. Et donc, je prenais le métro là-bas et j'ai vu que quelqu'un avait écrit sur le mur de la station de métro, il avait écrit « J'ai une nouvelle démonstration du théorème de Fermat, mais le métro arrive et je n'ai pas le temps de l'écrire. » Voilà. Alors, aujourd'hui, les principes de Fermat, c'est une démonstration, c'est un petit lemme de calcul, c'est juste écrire la fonction distance entre deux points, minimiser cette fonction distance tout en disant que les points critiques sont ceux où la dérivée est nulle, et c'est un problème de calcul qui se résout facilement au bac ou peut-être en première année d'université après avoir étudié les calculs différentiels à une dimension d'espace. Donc, vous voyez que les mathématiques ont quand même avancé beaucoup. Donc, Pierre Fermat qui ne savait pas faire ça, maintenant c'est un problème que n'importe quel élève va pouvoir résoudre avec les outils que vous allez apprendre au lycée français, par exemple, pendant votre bac, n'est-ce pas? Or, il avait cru démontrer les théorèmes de Fermat qui a pris 400 ans à être démontré. Voilà. Et il y a, comme ça, il y a plein de grands enjeux de l'humanité, de la société qui ont donné lieu à des développements mathématiques extrêmement importants. Par exemple, à Paris, à côté de l'université Pierre et Marie Curie, à côté du jardin botanique, dans le 5e arrondissement, vous trouvez par exemple la rue Monge. Alors, Gaspard Monge, d'accord, c'était à la fin du 18e siècle, c'était à l'époque, je pense, où les Français, les scientifiques français aussi étaient impliqués dans les grandes découvertes en Égypte, en Afrique, etc. Alors, Gaspard Monge, il s'était posé une question très simple. Il avait dit, OK, d'accord, imaginons qu'on doit transporter, c'est pas, des pierres ou des balles de canon parce qu'on est en train de faire une construction ou c'est l'armée qui bouge d'un lieu à l'autre, on doit transporter des balles de canon. Comment j'ai fait pour transporter une masse, une quantité de quelque chose, de la terre, des chaises ou des personnes, comment on fait pour transporter cette masse d'un lieu à un autre d'une manière optimale. Et il avait écrit à l'époque son article sur la théorie des déblais et des remblais. Alors, ce sujet, quelques années après, c'est devenu la théorie du transport optimal de Monge-Kantorowicz. Kantorowicz a eu le prix Nobel en économie pour avoir développé cette théorie. Et après, il y a plusieurs mathématiciens, y compris des mathématiciens français comme Cédric Villani, qui avait eu la médaille Fields, ayant travaillé aussi dans cette thématique. Pierre-Louis Lyon, son directeur de thèse avant, professeur aujourd'hui au Collège de France, avait eu aussi la médaille Fields, avec des thématiques toujours très proches aussi, en partie du transport optimal. Mais c'est devenu une théorie qui est très utilisée. Par exemple, j'ai amené ici l'anecdote d'Alvin Roth, qui a eu plus récemment le prix Nobel, il y a 15 ans à peu près, le prix Nobel en économie aussi. Il a travaillé, il a développé davantage la théorie du transport optimal et il avait développé 2 applications. Quand vous lisez la mention du prix Nobel, il dit qu'il a fait des choses très importantes, y compris il a aidé à mieux programmer les routes de bus dans la ville de Manhattan pour les écoles. Donc, vous imaginez qu'en Manhattan, à New York, il y a plein d'écoles, il y a plein d'enfants qui vont à l'école tous les jours en bus et que donc ça fait, voilà, les bus, ça fait un fractal, un chaos qu'il faut ordonner. Alors, optimiser les routes, c'est quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps aux enfants pour aller à l'école et aussi qui fait gagner beaucoup d'argent aussi ou qui épargne de l'argent de la mairie, n'est-ce pas? Donc, une application importante. Et une autre application qu'Alvin Roth avait développée, c'était la route optimale pour les transplants d'organes, d'accord, pour les donations d'organes. Donc, vous imaginez qu'à nouveau, ça, c'est important. Si vous êtes à Florida, il y a quelqu'un qui donne un cœur pour vous à Los Angeles,
on a intérêt à ce que le cœur arrive le plus vite possible à l'hôpital où les patients attendent, d'accord, le cœur. Alors, je vous amène cette anecdote parce qu'il y a quelques années, San Mamés, donc l'équipe de foot de Bilbao, a démoli le vieux stade pour construire un autre. Il a construit l'autre à peu près dans le même terrain, d'accord, avec une orientation un peu mieux orientée vers le soleil, un peu plus grand, mais en gros essentiellement au même endroit. Mais une fois donc le nouvel stade a été bâti, ils ont eu un souci. C'était comment on fait pour maintenant 40 000 membres du club de foot de Bilbao, de l'Athletic de Bilbao, comment on fait pour allouer à chacun de ces membres un siège dans le nouvel stade et qu'ils restent contents. Et en fait, ils ont commencé à faire ça de manière, disons, manuelle. Et au bout de la première semaine, il y avait plein de membres du club qui protestaient parce qu'ils disaient « Ah non, je voyais avant mieux le terrain ou les matchs. Maintenant, il y a un poteau qui m'empêche de voir. Ou maintenant, avant, je me sentais mieux, plus proche du terrain de foot. Ou l'angle d'attaque que j'avais pour regarder les matchs était mieux avant qu'il est maintenant. » Donc, ils ont dû tout arrêter et ils ont justement fait venir Alvin Roth qui leur a expliqué comment il faut faire. Et en effet, ça, c'est le grand enjeu des mathématiques, c'est que des problèmes qui semblent simples, comme c'est transporter 40 000 personnes d'un stade au nouvel stade de manière qu'elles soient satisfaites, c'est quelque chose qui est peut-être facile à faire quand on est 2 ou 3 ou 4. Vous voyez déjà que quand vous êtes 25 personnes à table, ce n'est pas si facile de trouver une configuration qui plaît à tout le monde. D'accord? Mais si vous en avez 40 000, ça devient carrément impossible si vous ne faites pas utilisation des concepts, des méthodes mathématiques et aujourd'hui, bien sûr, avec l'aide des ordinateurs, n'est-ce pas? Parce que à un moment donné, même si vous savez l'esprit clair et vous savez comment il faut faire, la taille des problèmes est tellement monstrueuse que vous ne pourrez pas donner la réponse si vous ne savez pas l'assistance, l'aide de l'ordinateur. D'accord? On a tous vu les films d'Alan Turing. Enigma, c'est un des premiers, une des premières manifestations de la nouvelle époque de l'informatique. D'accord? Alan Turing en Angleterre, il avait bien compris, on veut décoder les codes de communication nazis, on sait comment le faire, mais on n'a pas, l'humain n'a pas la puissance de le faire en un temps assez court avant qu'on perde la guerre. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont dit, on construit la machine qui va aider l'être humain. C'est pour ça que, pour nous, les mathématiciens, et au fait, historiquement, c'est comme ça, l'informatique, c'est un descendant des mathématiques, c'est un descendant qui est venu justement pour aider les mathématiciens qui ont fait modestement le même travail que les pythagoriciens avaient signalé déjà il y a 2500 ans, qui était comprendre la nature grâce à l'outil des nombres, d'accord, et des mathématiques. Évidemment, maintenant, on vit dans un monde où la technologie s'accélère. Il suffit de regarder quelques années en arrière. Maintenant, on ne comprend pas comment le monde pouvait exister sans les téléphones portables ou les WhatsApp ou les emails. Pourtant, il y a 30 ans, il n'y en avait pas, n'est-ce pas? Et donc, on voit comment la technologie ne fait pas que s'accélérer, n'est-ce pas? Il y a une croissance en compréhension des technologies qui est exponentielle et cette croissance, à nouveau, elle est que possible grâce aux mathématiques parce que quelle que soit la machine, une fois les problèmes de l'univers qu'on abordera sera suffisamment complexe, d'accord, on ne pourra pas le gérer avec cette machine, sauf si on invente de nouvelles mathématiques sauf si on développe des méthodes qui vont rendre la machine suffisamment performante pour pouvoir attaquer les problèmes en question. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il y a encore des grands mystères comme les maladies neurodégénératives ou les neurosciences
qui ont besoin encore de beaucoup d'investissements mathématiques, parce que seul avec la science qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'est pas capable de comprendre la complexité de ce qui est dans notre cerveau. N'est-ce pas? OK. Donc, la science avance. Tout va vers le mieux en apparence, mais évidemment, il y a un prix à payer. Par exemple, là, c'est encore un professeur au Collège de France, Claude Agès, qui a écrit un célèbre livre qui a eu beaucoup d'impact, Halte à la mort des langues, d'accord, et qui a signalé ça. Attention, la société, elle est de plus en plus scientifique et technologique. Malgré ça, on paye un grand prix et c'est qu'il y a de plus en plus de langues qui disparaissent. En fait, il y a aussi des statistiques qui disent que chaque 2 semaines, il y a une langue qui disparaît dans la planète Terre. La même chose arrive évidemment avec la biodiversité et c'est quelque chose qu'on doit vraiment payer très attention. Et c'est pour cela que d'ailleurs, des rencontres comme aujourd'hui, où les gens de différentes cultures, de différentes langues se rencontrent pour parler de mathématiques en français cette fois, c'est extrêmement important et c'est cohérent aussi avec la contribution que le français a fait au développement de mathématiques. Alors, les langues meurent, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les mathématiques ne vont pas jamais mourir. C'est impossible. Peut-être que si on revenait en arrière, si on revenait au Big Bang ou au moment où le premier être humain est sur la planète, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu décider les choses autrement. Mais c'est depuis le début que l'être humain a compris que lui, il n'était pas seul, qu'il y avait de différentes personnes, qu'il fallait compter les arbres, qu'il fallait comprendre la séquence entre la nuit et le jour. Et depuis le début, l'être humain a développé les mathématiques. Et si on enlevait les mathématiques aujourd'hui, si on enlevait les nombres, on ne pourrait pas continuer à vivre. Notre société ne tiendrait pas. On ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas faire passer un coup de fil, on ne pourrait pas mener une gestion du budget familial, on ne pourrait pas prendre un métro pour aller d'un lieu à l'autre, on ne pourrait absolument rien faire aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que les mathématiques ne vont jamais mourir. Et donc, c'est toujours un bon investissement d'apprendre les mathématiques qui sont, au fait, comme j'ai dit au début, dans la base. Ce sont les racines de l'arbre de la science qui ne finit pas de croître, n'est-ce pas, de croître. Voilà, pour les jeunes, les opportunités en mathématiques sont de plus en plus nombreuses. Il suffit de regarder autour de Madrid, vous savez, les Olympiades mathématiques, mais il y a aussi l'école Miguel de Guzmán. Miguel de Guzmán, né à San Sebastián, qui a fait sa carrière justement entre l'Autónoma de Madrid. C'est le fondateur du département de mathématiques de l'Autónoma de Madrid. Après, il est parti à la Complutense de Madrid. Il est malheureusement décédé trop jeune, n'est-ce pas? Il y a l'école Miguel de Guzmán aussi pour les jeunes talents mathématiques dans les lycées. Il y a plein d'opportunités et ça ne fait que de croître, n'est-ce pas? Et ça doit être comme ça. Et toujours avec un esprit holistique. Alors, par exemple, ces dernières années, j'ai l'opportunité d'être en détachement de l'Autónoma de Madrid à Erlangen. Alors, la cité de Erlangen en Bavière, elle est connue par le programme de Felix Klein. Alors, Felix Klein, c'était un géomètre qui a créé, par exemple, une bouteille qui est fermée en soi-même. C'est une espèce de bande de Moebius trois-dimensionnelle. Mais à l'époque, il avait aussi beaucoup réfléchi à la nécessité, donc c'était à cheval entre les siècles 19 et 20, il a beaucoup réfléchi aux besoins qu'il y a en mathématiques, non seulement d'avoir de temps en temps un génie qui a une médaille Fields et qui va faire une grosse découverte, mais aussi à créer des écoles. C'est-à-dire, il faut que dans chaque pays, dans chaque lieu, dans chaque centre de recherche, on crée des écoles où les plus seniors puissent enseigner aux jeunes et que ce soit les jeunes qui prennent témoin pour attaquer des problèmes du futur. Donc, à ce point-là, je voudrais mentionner la biographie que Roberto Rodríguez del Río, professeur à la Complutense de Madrid,
et aussi enseignant en lycée à Madrid, dans un centre des lycées spéciaux internationaux de Madrid. Et il a écrit il y a quelques années un livre, une biographie sur Félix Klein qui s'appelle « Une nouvelle conception de la géométrie » qui a été traduit à plusieurs langues, et en particulier au français. Et donc, effectivement, probablement en tant que société, un de nos plus grands trésors, ça soit les systèmes d'éducation, n'est-ce pas? Il y a toujours des polémiques, surtout en Espagne, autour du système d'éducation. Mais au fait, un pays qui veut réussir à long terme, c'est un pays qui doit payer particulièrement attention aux ciments qui sont donc l'éducation. Et donc, dans les contextes de l'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, on a évoqué Fermat quand il a dit « les mathématiques ne sont pas toujours si faciles ». Et effectivement, c'est le cas. Il y a même un film « Comment je déteste les mathématiques », un film d'Olivier Payon, que je vous conseille aussi de voir, où on voit effectivement pourquoi des fois il y a des réactions qui ne sont pas positives vis-à-vis des mathématiques dans les écoles, mais comment il faut que nous, en tant que mathématiciens, des professionnels de mathématiques et donc des enseignants de mathématiques aussi, on fasse un particulier effort pour suivre les flots du temps, pour accompagner les jeunes, pour que les jeunes ne s'éloignent pas des mathématiques. Au contraire, qui viennent de plus en plus aux mathématiques. Pourquoi? Parce que notre société a besoin de plus en plus de mathématiques et de plus en plus de mathématiciens. En fait, il y a quelques années, la Société mathématique française ou la Fondation mathématique de Paris avait fait une étude sur l'impact socio-économique des mathématiques en France. Et donc, voilà, Le Monde avait publié un article qui disait « Les mathématiques, une bonne équation pour la croissance ». La première étude sur l'impact socio-économique des mathématiques montre que la discipline contribuerait pour 15% au PIB français. Voilà, 15%, c'est un nombre. En tout cas, ça veut dire que si on enlevait les mathématiques, comme j'ai dit tout à l'heure, la construction de notre société actuelle ne pourrait pas tenir. Et voilà, et les mathématiques réussissent. C'est Jean-Baptiste qui a cité tout à l'heure à Yves Meyer. Voilà, Yves Meyer, que vous le voyez aussi ici derrière, je ne sais pas si l'image est suffisamment bonne pour que vous puissiez le percevoir. Voilà, vous voyez encore l'écran? Non, non, pas en ce moment, Enrique. Non? Ok, donc j'ai perdu l'écran, voilà. Alors, Yves Meyer, maintenant vous le voyez, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, ça se voit. Voilà. Alors, ça, c'est une photo d'il y a peut-être 20 ans. Yves Meyer qui est là, avec Alberto Calderón, qui est un célèbre en génie des mathématiques né argentin, qui a fait ensuite sa carrière à Chicago. Il avait été nommé professeur honoris causa à la Complutense de Madrid. Vous voyez ici à Miguel de Guzmán, qui à l'époque, il était vivant, donc il était venu à l'occasion de la Complutense parce qu'il était un cher ami en particulier de Yves Meyer, mais aussi d'Alberto Calderón, parce que Miguel de Guzmán avait fait sa thèse à Chicago, justement, dans l'école d'Alberto Calderón. Et je voudrais aussi témoigner aussi notre cher collègue Iréneo Peral, qui était de la même discipline d'analyse mathématique et aussi un très étroit ami de Yves Meyer, et qui était professeur à l'Autonoma de Madrid, émérite, et qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines à cause du Covid. Donc, en revenant à Yves Meyer, récemment, il a reçu avec d'autres collaborateurs comme Ingrid Obechis, Terence Tao et d'autres, il a reçu les prix de la Fondation Princesa de Asturias pour ses contributions à l'analyse des Fourier qui ont permis des développements énormes dans tout ce qui est la compression du son, la compression d'image et le fait qu'on puisse aujourd'hui communiquer à distance par Internet ou par Zoom, n'est-ce pas? Alors, si on arrive à communiquer à distance, c'est pas, hein, moi quand je parle, la voix que j'ai émise, ça produit une onde de pression.
Cette onde de pression voyage dans l'air. Cette onde de pression arrive au microphone de l'ordinateur. Et c'est mon ordinateur qui envoie à des centaines ou des milliers de kilomètres, peu importe où vous soyez, il envoie le signal par Internet qui arrive à votre ordinateur, qui le déploie à nouveau, qui produit un signal, d'accord, une onde de pression dans l'air qui va arriver à votre appareil auditif, d'accord, et que votre cerveau va interpréter comme ma parole. Donc, vous voyez la complexité du processus, d'accord? Mais la plupart de la complexité du processus est déjà dans la nature. Quand nous, on parle dans la rue, l'autre entend. Il n'y a pas de mathématiques. On parle, l'autre entend. Et il comprend si on parle la même langue. Mais il y a un point dans tous ces processus qui a besoin de beaucoup de mathématiques. Et c'est la compression du son. D'accord? On ne pourrait pas envoyer tous les détails de ce que j'ai dit par les câbles Internet. Ça, c'est impossible. Or, avec les mathématiques développées par Yves Meyer et collaborateurs, les ondelettes, les wavelets, las ondículas en espagnol, on peut compresser les signaux de manière qu'avec un 1% du volume des données, vous ayez une fidélité de 90% de qualité. Donc, ça veut dire qu'une unité de 100 vous donne la qualité de 99. Évidemment, pour cela, il faut des algorithmes extrêmement intelligents et non linéaires qui sachent de manière greedy, de manière golosa, on dirait en espagnol, qui sachent trouver où est l'information, les pièces d'information les plus importantes pour les compresser et les envoyer tout en négligeant le reste, que tout en étant important, si on voulait avoir une fidélité de 100%, ce n'est pas la peine parce que nous, de toute manière, on ne peut pas entendre 100%. D'accord? Voilà. Les mathématiques donc continuent et donc des mathématiques qui étaient pures il y a 30 ans, il se trouve que ce sont les mathématiques d'Internet ou de la musique dans nos téléphones portables. Voilà. Donc, une fois cité, donc, Yves Meyer, vous voyez encore les slides, Jean-Baptiste? Non, il faut relancer parce que tu partages que l'autre fenêtre. Laquelle je dois relancer? C'est celle-là? Oui, il faut changer le partage sur la présentation, sur le Zoom. Celle-là? Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, des exemples, il y aurait une infinité. L'aéronautique, c'est une autre thématique qui était donc où la France a énormément contribué. Airbus, Onera, etc. Vous voyez ici une maquette donc dans les tunnels du vent de l'Onera, alors où l'humain fait un peu ce que Protagoras d'Abdera avait dit au début. On arrive à voler, on arrive à faire des avions très beaux qui fonctionnent très bien, on ne fait qu'imiter les oiseaux, n'est-ce pas? Mais les mathématiques, les mêmes mathématiques qui servent pour l'aéronautique, servent aussi ensuite pour le système cardiovasculaire. Et vous vous demandez comment? Comment les mathématiques qui sont utiles pour l'aéronautique servent aussi pour le cardiovasculaire? En fait, c'est parce que ce sont les mêmes mathématiques. L'avion vole dans l'air, l'air c'est un fluide, et le système cardiovasculaire est géré par un fluide qui est le sang. Et alors, les mêmes mathématiques servent pour les trois fluides qui sont les plus importants pour l'être humain, qui sont l'eau, l'air et le sang. Évidemment, il y a plein de mathématiques derrière. Il y avait Euler qui avait au début écrit, Leonhard Euler avait écrit les équations de la dynamique des fluides. D'accord? Et c'est d'Alembert, un autre scientifique français, qui lui avait dit non, mais Euler n'est pas complet. Les équations d'Euler ne sont pas complètes parce que avec les équations d'Euler, d'Alembert avait dit un oiseau ne pourrait pas voler. Qu'est-ce qu'il manquait dans les équations d'Euler? Il manquait la viscosité. La viscosité qu'on ne sait pas trop comment le définir, mais que tout le monde comprend. Alors, le sang est plus visqueux que l'eau et l'eau est plus visqueuse que l'air. C'est pour cela que nous, en tant qu'humains, on peut nager dans l'eau,
mais on ne pourrait pas nager dans l'air. Si on pourrait nager dans l'air, on pourrait voler comme les oiseaux. Donc, la viscosité des fluides est extrêmement importante pour déterminer son mouvement. Mais une fois on a compris ça, on voit que les mêmes mathématiques sont capables de simuler, grâce à l'ordinateur, les mouvements de l'air, les mouvements de l'eau et les mouvements de fluides comme le sang, qui sont si importants dans les sciences du biomédical, n'est-ce pas? On arrive à faire ça. Malgré ça, encore aujourd'hui, il y a un grand problème qui est ouvert, c'est le problème de Navier-Stokes, qui est un des grands enjeux de mathématiques, un des 7 problèmes du siècle qui avait été formulé dans l'année 2000. Pour chaque problème, il y a $1 million de primes, et seulement parmi les 7 a été résolu, c'est la conjecture de Poincaré. La conjecture de Navier-Stokes est encore ouverte. Navier, français, et Stokes, anglais, qui avaient complété les équations d'Euler en ayant justement rajouté les termes de viscosité qu'il manquait. Ces équations de Navier-Stokes en 3 dimensions, on est capable de simuler dans l'ordinateur des solutions approchées, mais d'un point de vue mathématique, c'est un peu la même question que Fermat. On n'arrive pas encore à dire s'il y a une unique solution et dans le cas où cette solution existe et est unique, si elle est régulière ou pas, c'est-à-dire essayer d'expliquer dans quel contexte de complexité les solutions sont. Alors, les mathématiques, souvent, il faut qu'elles développent des méthodes qui sont basées sur notre compréhension très, très déterministe de l'univers. Et des fois, quand on ne sait pas se repérer trop, on fait appel à des méthodes complètement opposées, comme c'est les méthodes de Monte-Carlo, qui aujourd'hui, grâce aux ordinateurs, nous permettent de tester plein de scénarios d'une manière random, d'accord, en jouant au hasard, en jouant au désordre, pour essayer de trouver de nouvelles structures dans la complexité de la nature, comme vous voyez dans l'image de gauche qui évoque un fractal. Alors, les mathématiques nous permettent d'aller vers l'avant, c'est-à-dire nous permettent de construire des objets de plus en plus sophistiqués. Par exemple, les avions d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les avions d'il y a 50 ans. Maintenant, c'est d'une beauté extrême, ils sont silencieux, ils consomment beaucoup moins, ils sont beaucoup plus robustes et stables, sûrs, ils sont plus respectueux avec la nature et tout. Mais ça nous permet aussi d'aller en arrière. Alors, parce que dans les modèles mathématiques, contrairement dans la vie des hommes, le temps peut aller vers l'avant, mais vous pouvez aussi inverser les sens du temps, n'est-ce pas? Et c'est ce que Hawking a fait, par exemple, quand il a fait ses théories sur le Big Bang. Il suffit de résoudre en arrière, vers l'arrière, dans le sens négatif du temps, les équations pour l'évolution de l'univers, pour aller comprendre quelle est l'origine de l'univers. Et ainsi, on peut aussi contribuer, par exemple, à l'étude du changement climatique. Avec les mathématiques, on peut non seulement faire des prévisions à venir, mais on peut aussi essayer de réfléchir et comprendre comment on est arrivé là, comment l'action de l'humain dans le passé nous a conduit à là où on est aujourd'hui. Voilà. Et par exemple, j'ai amené ici une petite simulation qu'on avait fait il y a quelques années avec un postdoc, Ramon Escobedo, qui maintenant travaille justement dans l'université de Toulouse, lui aussi francophone, et né en France, je crois d'ailleurs, et Aitziber Ibáñez, qui était une ancienne étudiante de master. On avait fait, par exemple, une simulation sur les chiens bergers. Voilà. Donc, un chien berger, qui arrive à mener le troupeau de moutons, qui arrive à l'amener à leur maisonnette de manière complètement efficace. Et voilà, ça c'est les mathématiques. Ça, c'est une simulation numérique faite à l'aide d'un système de contrôle, un peu comme aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de reproduire en partie ce que nous, les humains, en tant qu'êtres intelligents, on est capable de faire, mais de manière artificielle. Alors, comme j'ai dit, l'impact des mathématiques dans l'économie et dans la société est énorme, et c'est pour cela que les mathématiciens sont aussi demandés. Donc, on peut engager, je dirais, un mathématicien pour n'importe quoi, parce qu'un mathématicien, c'est quelqu'un qui est éduqué pour comprendre les problèmes complexes, n'est-ce pas? Souvent, juste en les divisant en morceaux, en attaquant les problèmes à petite échelle, pour ensuite assembler la grande théorie, n'est-ce pas? Au fait, Sofia Kovalevskaya, une
plus grande mathématicienne dans l'histoire des mathématiques, connue par ses contributions comme le théorème de Cauchy, Kovalevskaya, professeur Cauchy qui avait été prof à l'école polytechnique et qui a établi en particulier le cadre abstrait où on attaque aujourd'hui tous les problèmes d'évolution comme les problèmes des fluides Navier-Stokes, mais aussi les problèmes de la nanotechnologie comme les équations de Schrödinger. C'est déjà à l'époque Sofia Kovalevskaya qui avait dit « Les poètes doivent voir ce que les autres ne voient pas, regarder plus profondément que les autres, et les mathématiciens doivent faire le même. » En fait, le travail des poètes et des mathématiciens, c'est le même, sauf que le langage dans lequel ils doivent rédiger leurs réponses est différent. Donc, en tant que mathématicien, vous pouvez tout faire. José Echegaray, mathématicien, avait eu le prix Nobel de littérature et il avait dit à l'époque « Las matemáticas forman una salsa que viene bien a todos los guisos del espíritu ». Je pense que tout le monde comprend ça. Les mathématiques forment une sauce qui se marie bien avec tous les ragoûts de l'esprit. Et avec les mathématiques, vous pouvez aussi, d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a de plus en plus de mathématiques aussi dans le foot, parce qu'au moment de donner la valeur à un joueur qu'on va recruter, il faut bien comprendre les données. Hein? Non seulement combien de goals il fait, mais avec quelle fréquence il a des lésions et donc il ne peut pas jouer. Sans mathématiques, vous ne pouvez pas accorder la valeur aux joueurs. C'est exactement le même travail qui faisait Protagoras de Abdera il y a 2500 ans, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de ligue de football, n'est-ce pas? C'était plutôt les Olympiades grecques. Et avec les mathématiques, vous pouvez faire des carrières purement scientifiques, comme c'est le cas de Laure Saint-Raymond, professeur en France et qui a été récemment recruté d'accord, dans les célèbres centres de haute études scientifiques de Bure-sur-Yvette dans le sud de Paris et qui est effectivement une experte mondiale dans les mathématiques des fluides complexes comme Navier-Stokes. Alors, il y a plein d'humour aussi dans les mathématiques. Il y a un livre fantastique de Simon Singh, Los Simpsons y las matemáticas. Ça, je ne l'ai pas trouvé en français. Je vais juste... Il y a plein d'humour dans les livres. Je vous ai amené quelques exemples. Voilà, par exemple, la première blague, c'est la question, c'est « ¿Qué le dijo el número 0 al número 8 » qu'est-ce qu'il a dit le chiffre, le numéro 0 au 8 quand il l'a rencontré dans la rue? Il a dit « Ah, bonito cinturón, belle ceinture », n'est-ce pas? Voilà. Ou qu'est-ce qu'elle dit? La courbe à la tangente, ne me touche pas, par exemple, la blague numéro 4. Ou la broma numéro 5, elle est plus piquante celle-là. Elle dit « Papá, papá, ¿me haces el problema de matemáticas? No, hijo, no estaría bien. » Mais l'enfant lui répond « Bon, essaye quand même. » Donc, l'enfant demande au père « Papa, peux-tu m'aider à résoudre le problème mathématique ?» Et le papa dit « Non, ça ne serait pas bien. » Et l'enfant lui dit « Essaye quand même. » Donc, l'enfant comprend que le père reconnaît que le père lui-même ne serait pas capable de répondre aux problèmes mathématiques, alors que le papa voulait s'excuser de le faire ou d'essayer de le faire, parce qu'en principe, moralement, l'élève devrait résoudre le travail, l'examen, le sexo lui-même sans l'aide des parents. Voilà, donc l'humeur aussi en mathématiques. Et aujourd'hui, du coup, depuis quelques années, on ne parle plus que de machine learning, d'intelligence artificielle, et les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle discipline? Alors, je vous dis, non, c'est une nouvelle manifestation encore de programmes de pythagoriciens. Par exemple, vous voyez ici aux deux fondateurs du PageRank. PageRank, c'est l'entreprise Larry Page, vous voyez le nom de Larry Page, et Sergey Brin, qui ont créé Google. Il y a, vous voyez, en 98, donc ça fait 23 ans qu'ils ont créé Google. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, le monde d'Internet est là. Ils étaient très jeunes à l'époque. Ils étaient des étudiants de master, je crois. Alors, ils ont dit, tiens, le monde d'Internet est là. Il ne va faire que croître parce qu'il y aura de plus en plus d'ordinateurs partout, dans chaque maison, dans chaque laboratoire, dans chaque entreprise, dans chaque bureau. Il va y avoir plus en plus d'utilisateurs d'Internet et il va falloir les ordonner parce que les gens, quand ils cherchent en Internet, ils ne cherchent pas tous, d'accord, la même chose. Donc, si vous cherchez un joueur de football,
vous ne cherchez pas mon nom, n'est-ce pas? Parce que moi, je joue au foot, mais je joue mal au foot. Vous préférez chercher, c'est pas Messi ou un autre, n'est-ce pas? Alors, comment ils se sont posé la question? Comment on va dans ces réseaux discrets où il y a des millions, des milliards, des centaines de millions d'utilisateurs de nœuds, d'accord? Chaque personne a en gros un nœud, d'accord? Chaque utilisateur a une web page. Chaque personne produit plein d'articles sur des différentes thématiques, des vidéos, des histoires. Il y a tellement de contenu. C'est un réseau d'une complexité, d'une dimension, disons, infinie. Comment on va mettre de l'ordre? Et ils ont eu une idée géniale. Ils se sont dit, bon d'accord, alors il y a des messages, des gens qui cliquent un peu n'importe quelle direction. Donc, ça fait un système chaotique, mais pourtant, Einstein avait déjà dit, les mouvements browniens, le hasard, le chaos du mouvement brownien donnent lieu à la diffusion de la chaleur. Donc, c'est un problème de diffusion et ils sont dit, mais la diffusion de la chaleur est gouvernée par la première valeur propre, la première vecteur propre de la grosse matrice d'adjacence. Et comme ça, ils ont eu l'idée géniale d'appliquer la même idée qu'Einstein pour le mouvement brownien, l'appliquer en Internet et ainsi on trouvait un algorithme qui est capable de donner du ranking aux pages web. Et c'est pour cela que si vous cliquez sur une page web, le nom, un nom connu, vous allez beaucoup plus vite avoir le nom de la personne la plus cherchée dans le réseau que le nom d'une autre personne ou l'image d'une autre personne beaucoup plus anonyme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà la fin. On est commencé par les mathématiques, d'accord, Protagoras de Abdera, les pythagoriciens. On a vu les mathématiques de Gaspard Monge, de Fermat, on a vu les mathématiques de Navier-Stokes, les mathématiques de D'Alembert, donc la révolution industrielle. On a parlé aussi des ordinateurs, on a parlé de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, encore toujours des héritiers des mathématiques. Et il y a une grande question, c'est qu'est-ce qu'il va être la science et la technologie d'ici, disons, 30 ans? C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Si en 30 ans, on est passé de ne pas avoir des téléphones portables à avoir des instruments comme les iPhones qui sont beaucoup plus qu'un téléphone, c'est un ordinateur, c'est une caméra, c'est un agenda, c'est un outil extrêmement, c'est une boussole, c'est tout, n'est-ce pas? C'est un outil qui nous aide à la gestion de nos données médicales, à la gestion de nos affaires quotidiennes. Qu'est-ce qu'il va être le monde et la société d'ici 30 ans? C'est vraiment difficile de prévoir, mais je veux vous assurer une chose, ça sera sans doute basé dans les mathématiques. Et la réponse à l'interrogation sera directement en liaison aux découvertes mathématiques qui se feront dans les années qui viennent. Merci de votre attention. Merci beaucoup Enrique pour ce brillant exposé. Je crois qu'on a eu un panorama très complet de ce que sont les maths actuellement et de ce qu'on peut avoir à espérer des mathématiques et pourquoi continuer à en faire. Moi, j'avais une réaction avant de passer peut-être aux questions. Je crois qu'il y a un exemple moi, qui m'a le plus, c'est un exemple que je donne souvent aux élèves, mais qui a attiré mon attention, c'est justement, on parlait de mathématiques appliquées, mathématiques fondamentales, de chercher des idées. C'est les fameuses équations de Navier-Stokes que tu as évoquées pour faire voler les avions. On ne sait presque rien mathématiquement sur ces équations, même pas si une solution existe. C'est quand même assez… On ne sait pas le prouver mathématiquement. Et pourtant, on arrive à faire voler des avions avec. On sait trouver des solutions approchées d'une qualité presque aussi précise que ce qu'on veut avec les ordinateurs. Et donc, on pourrait se dire, mais à quoi bon chercher à résoudre ces équations? Puisque pour les applications, on sait les manipuler, on voit que ça marche, on constate que ça marche, on fait voler les avions, les fluides, on les comprend de mieux en mieux, pas forcément parfaitement, mais de mieux en mieux. Et pourquoi donc on met $1 million même pas pour trouver la solution, hein. Le premier qui fait avancer le problème gagne $1 million.
Oui. Et donc, je crois que tu l'as bien montré dans l'exemple, parce que voilà, je crois qu'il y a une conviction, et je crois que c'est clair que comprendre pourquoi les équations de Navier-Stokes ont une solution et comprendre le problème théorique qu'il y a derrière va ouvrir des milliers de problèmes. Et voilà, donc moi, c'est l'exemple le plus clair qui me semble pour se dire, pour tordre un peu le cou à cette idée un peu fausse qui serait de dire, en fait, maintenant, il n'y a plus qu'à développer les ordinateurs et à augmenter la puissance de calcul et on va résoudre tous les problèmes comme ça. Non, je crois qu'il faut essayer de continuer à comprendre. Et c'est vrai que les mathématiques, l'activité mathématique, c'est ça, c'est comprendre des choses, comprendre le monde qui nous entoure et après l'avoir modélisé et comprendre pourquoi ça se passe comme ça. C'est un peu comme cette question, non, Jean-Baptiste, ici, j'ai évoqué I, le nombre irrationnel égal à la racine carrée de moins 1. Voilà. Tu vois, à l'époque, les gens disaient, OK, tu me poses la question, quelles sont les solutions de x carré égale à 1? Tu vas me dire, bon, 1 moins 1. X carré égale à 4, facile. 2 moins 2. X carré égale à 9, facile. 3 et moins 3. X égale à 0. X carré égale à 0. On dit, ah, là, c'est curieux, il n'y a qu'une solution. Et tu me poses la question, x carré égale à moins 1, et je te dis, ah, non, ça ne peut pas exister. Parce que x carré égale à moins 1, si x est un nombre réel, le carré, c'est un nombre positif ou 0, mais jamais un nombre négatif. Donc, x carré égale à moins 1. Et alors, c'est Euler qui a dit, non, 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 attention, vous êtes nul. D'accord? Il n'a pas dit ça, mais on pourrait dire comme ça. Ah, vous n'avez pas compris. Au fait, vous ne voyez pas la racine carrée de moins 1 parce que vous regardez dans l'axe des x, alors que les racines de polynômes, il faut les chercher dans les plans complexes. Et donc, c'est un peu comme Planilandia, non? Planilanda. C'est dans Planiland, vous connaissez l'anecdote, non? C'est dans l'univers complètement plat. Alors, il y avait voilà, un insecte qui était infiniment plat. Et donc, pour cet insecte infiniment plat, la pluie était un miracle parce qu'il n'avait pas de perception de la profondeur, il n'avait pas de perception de la hauteur. Donc, il ne pouvait pas comprendre dans son univers absolument plat, à 100% plat, comment devant lui, alors qu'il marchait, une goutte d'eau pouvait émerger. C'était un miracle. Alors non, ce n'était pas un miracle. C'est un phénomène de la nature tout à fait normal. Mais on ne peut pas avoir cette compréhension si on ne comprend pas qu'il y a une troisième dimension. Alors c'est ça que les nombres complexes ont fait, qui ont rajouté un peu comme les Pythagoriens ont fait à l'époque de dire « Ah bon, il y a des nombres irrationnels, allez, continuons, on met les nombres irrationnels dans les sacs à dos et on continue avec les programmes, de même avec les nombres complexes. » Et alors, la question pour Navier-Stokes, elle est fondamentale, parce que justement, les gens se posent la question. On n'a pas compris. Comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, il y a une seule solution. On voit la nature a une solution. On la calcule avec les ordinateurs, mais on ne sait pas dans quel espace cette solution vit. Et c'est pour ça que c'est un problème fondamental. Je dirais comparable à avoir compris qu'il y avait des nombres irrationnels qu'il fallait rajouter pour continuer avec les programmes mathématiques, ou qu'il y avait des nombres imaginaires qui nous permettaient de compléter les plans complexes pour ensuite trouver des racines d'objets qu'avant on ne comprenait pas. Ce qui est fabuleux, le nom complexe, c'est effectivement une très bonne analogie parce que avant Euler, des Italiens manipulaient ces nombres complexes en fait pour des raisons très concrètes. Ça leur a permis de résoudre des équations de degré 3 et de trouver des solutions bien réelles et même positives complètement. Et donc, mais sans trop comprendre ce qu'ils faisaient, voilà. Sans trop comprendre. Ils passaient par là pour revenir, mais ils revenaient sur des trucs très, en fait, c'est là qu'il fallait rester. Voilà, tout à fait. Et c'est passé d'un outil de calcul, effectivement, à quelque chose de fondamental pour les mathématiques et une idée nouvelle pour mieux comprendre. Ça, c'est quand même assez étonnant parce que parfois, on ose faire des choses en mathématiques, on casse des frontières, des barrières et on comprend en géométrie, notamment, voilà, on comprend bien plus tard qu'il y avait quelque chose de fondamental et des applications viennent après. Donc, il y a cet aller-retour sans arrêt entre applications, idées un peu fondamentales et des fois des choses qui paraissent complètement les maths pour les maths, comme on dit, mais qui après s'avèrent être complètement fondamentales pour des nouvelles applications et des choses très concrètes. J'ai cité par exemple Alberto Calderón, mathématicien argentin, Calderón Sigmund. Ils ont créé, disons,
les livres du XXe siècle de l'analyse de Fourier. Fourier qui avait fait les séries de Fourier à l'époque aussi à Paris, c'était pour la diffusion de la chaleur, d'accord? Ça a été à l'époque un travail très révolutionnaire, très contesté, mais après, il s'est avéré vrai. Et ça, c'est à la base de l'analyse harmonique qui a donné ensuite lieu aussi aux mathématiques des ondes de lettres pour lesquelles Yves Meyer a eu après les prix Abel et les prix Princesa Asturias. Mais j'allais citer Calderón. Lui, il avait fait une carrière de mathématiques, une thèse. Et après la thèse, il est revenu à Buenos Aires. Et il a eu un poste dans l'Institut du pétrole à Buenos Aires. Mais apparemment, donc, dans l'Institut du pétrole de Buenos Aires, il ne savait pas trop quoi faire avec un mathématicien jeune comme lui. Et lui-même, il s'est dit, bon d'accord, j'ai plein de temps, donc qu'est-ce que je viens ici tous les jours au bureau, on ne m'a pas donné une tâche concrète, alors je vais faire des maths. Et alors, c'est lui qui a formulé, d'accord, ce qu'on appelle aujourd'hui les problèmes de Calderón. C'est lui qui a formulé et qui a commencé, qui a établi les fondements de la théorie des problèmes inverses. Et la théorie des problèmes inverses, c'est justement aujourd'hui ce qu'on fait avec tout ce qui est la tomographie computarisée, etc. On arrive à voir ce qu'il y a dans notre corps, si on a une fracture, si on a une tumeur, si on a une pathologie, sans s'ouvrir. On regarde de l'extérieur et on voit ce qu'il y a dedans. Et alors, à l'époque, évidemment, Calderón a formulé ça pour trouver les réservoirs de pétrole. Et il a donné la formulation mathématique pour les problèmes de réservoirs de pétrole. Et maintenant, c'est la même théorie mathématique, encore comme j'ai expliqué tout à l'heure, les mêmes outils mathématiques, la même théorie mathématique qui sert pour trouver une fracture dans un os ou pour trouver du pétrole dans le désert. Alors, je crois qu'on pourrait essayer de passer aux questions. Alors, techniquement, il faudrait voir s'il y a des questions dans l'auditoire. Jean-Baptiste, il y a une question au chat. Voilà, alors voilà, je n'avais pas le chat ouvert, donc alors il faut que je remonte un petit peu dans le chat. Ah oui, voilà, vous savez parler du livre « Comment détester les mathématiques », mais vous, lorsque vous étiez étudiant, qu'est-ce qui vous a fait aimer les mathématiques? Alors, moi, personnellement, j'ai toujours aimé les mathématiques. Alors, pour moi, c'était toujours un peu la matière la plus facile, celle que je comprenais mieux. Et alors, évidemment, aussi, on aime ce qu'on est, on est bon en quelque sorte, on aime, donc on fait plus et on devient meilleur, et donc on aime plus. C'est un peu, voilà, la vocation de chacun. On n'est pas tous égaux, n'est-ce pas? Mais je dois dire qu'à l'époque, quand j'étais étudiant en primaire en particulier, et les systèmes classiques traditionnels où il n'y avait pas tellement de matières comme il y a aujourd'hui, peut-être aux écoles, et où les mathématiques avaient une grande place. C'est-à-dire, à l'école, à l'époque, c'était, je dirais, les mathématiques et la langue. Et après, il y avait tout le reste aussi, bien sûr. Il y avait l'histoire, il y avait les langues étrangères, il y avait la géographie, mais quand même, c'était la langue et les mathématiques. D'accord? Encore hier, j'ai lisé un article que mon épouse m'a envoyé, que Bethos a écrit, où il disait les meilleurs conseils pour un jeune, c'est apprenez à bien écrire. D'accord? C'est bien que vous soyez un génie de l'informatique, que vous compreniez la physique quantique ou l'astronomie ou, je sais pas, la bio, vous soyez très bon en écologie ou toute autre discipline. Mais surtout, écrivez bien. Parce que si vous êtes bien capable de bien écrire, alors tout le reste sera beaucoup plus facile. Et c'est pour cela qu'à l'époque, quand j'étais étudiant, on disait il faut la langue et les mathématiques. Et alors moi, comme donc les mathématiques étaient plus faciles pour moi, ça m'a beaucoup bénéficié parce qu'à l'époque, on dédiait beaucoup de temps aux mathématiques. Et donc, quand je suis arrivé à la fin du bac, je devais choisir une carrière à l'université. C'était 1979, alors je ne savais pas trop quoi faire. Évidemment, comme tous les jeunes, j'avais plein d'idées dans la tête. C'est très, très compliqué de choisir entre l'ingénierie, les mathématiques et les sciences sociales. À l'époque, en plus, on disait, vous savez, si tu fais des études de mathématiques,
tu n'auras pas beaucoup de chance dans les marchés de travail. Hein. C'est ça qu'on nous disait. C'était un peu comme tu deviens un marginal presque si tu fais des maths. Hein. C'est vraiment pas quelque chose de très demandé aujourd'hui. Hein. On veut plutôt des ingénieurs, des médecins ou des avocats. C'était un peu ce que nous disait. Mais j'ai consulté à mon frère aîné, Alberto, et il m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu aimes? Je lui ai dit, moi, j'aime les maths. Alors, il m'a dit, mais alors vas-y, fais des maths. À l'époque, à Bilbao, quand j'ai commencé dans les campus de l'EIOA, où j'ai fait ma maîtrise et ensuite la thèse avant de partir en France pour faire la thèse à Pierre et Marie Curie, les mathématiques s'appelaient Ciencias Exactas. Et alors, à l'époque, les gens l'appelaient en Espagne exactas. Vas étudier exactas, tu vas étudier exact. Alors, wow, tu es bizarre. Hein? Alors là, tu vas être un chômeur à vie. Hein? C'était la vie des gens à l'époque. Après, et avec de manière correcte, on a changé le nom de cette carrière, de ces diplômes, à mathématiques. On ne dit plus Ciencias Exactas, on dit mathématiques. Et pourquoi on dit mathématiques? Parce que les mathématiques ne sont pas exactes. Comme on a expliqué tout à l'heure, les mathématiques sont exactes dans elles-mêmes, mais elles ne seront jamais exactes, comme disait Einstein, si on les compare à l'univers. C'est pour cela que les mathématiques ne seront jamais finies. Elles vont toujours continuer à se développer, parce que voilà, là, la question c'est Navier-Stokes, mais même si on répond à Navier-Stokes, après on comprend qu'il y a beaucoup de matériaux qui ne sont pas ni fluides, ni solides, c'est des matériaux viscoélastiques, et sans doute les mathématiques de viscoélasticité ou de la fracture, ou de comment une fracture se propage, ou comment un virus propage. L'épidémiologie, il y a toute une littérature sur les mathématiques de l'épidémiologie, mais c'est évident aujourd'hui qu'on n'a pas encore compris la question à 100%. Sinon on ne saurait pas où on est, n'est-ce pas? OK? Donc, il y aura toujours de nouvelles questions. C'est pour cela que les mathématiques ne sont pas exactes, ce sont les mathématiques. Mais je conseille fortement aux jeunes, indépendamment du marché du travail, qui maintenant est effectivement très favorable, parce qu'un mathématicien est demandé partout, aussi bien dans les équipes de football comme dans les entreprises. Par exemple, à Bilbao, nous, on collabore avec l'entreprise Sherpa d'intelligence artificielle qui fait des systèmes de recommandation. Alors, c'est quoi les systèmes de recommandation? C'est le reinforcement learning. C'est un problème d'optimisation mathématique, c'est encore de mathématiques, mais c'est formulé d'une manière qu'on a l'impression que c'est autre chose. Alors, c'est quoi le reinforcement learning? Alors, vous rentrez dans un site pour acheter, je sais pas, des livres. C'est la première fois que vous rentrez dans le site. Alors, le site ne vous connaît pas. Il vous demande le nom, le prénom, peut-être l'âge, très peu d'informations. D'accord? Le site ne vous connaît pas. Et donc, vous commencez à chercher des livres. Et vous dites, ah, je veux les livres de Yves Meyer sur les sons de lettres. Et alors, le système, il note. C'est jeune, il a cherché les livres de Yves Meyer sur les sons de lettres. Donc, il s'intéresse, peut-être il est un mathématicien, peut-être pas. Peut-être c'est un informaticien qui veut quand même apprendre de ça parce que c'est un outil fondamental aussi dans ce qui est fait dans le traitement du signal. Peut-être c'est un ingénieur. Peut-être c'est juste un amateur qui aime l'histoire des sciences. Peut-être qu'il connaissait juste les livres, mais c'est déjà une donnée. Et le système a appris. Et la prochaine fois, le système, chaque fois que vous allez rentrer, il va vous offrir des livres, n'est-ce pas? Donc, le système a déjà appris. Et donc, quand vous allez rentrer la deuxième fois, il va vous dire, peut-être que vous voulez ces livres sur les équations de Navier-Stokes et les prix Clay, non? Et peut-être vous allez dire, non, non, non. Alors, le système va apprendre à nouveau. Ah, cette personne, il aime les mathématiques des ondes et des ondes de lettres, mais il n'aime pas les fluides. Donc, ce n'est peut-être pas quelqu'un qui fait la mécanique des fluides. C'est peut-être plutôt quelqu'un qui fait des mathématiques pures. La troisième fois que vous allez rentrer, le système va vous offrir un livre sur les fondements de l'analyse harmonique ou un livre ou le papier original, l'article original de Joseph Fourier. Et là, si vous dites oui, alors le système va apprendre, va dire « Ah, celui-là, c'est un vrai mathématicien, n'est-ce pas ?» Et si vous dites non, alors la prochaine fois, le système va vous offrir un livre sur la réduction du bruit en ingénierie acoustique. Et si vous dites oui, alors là, le système va apprendre, va dire « Ah, là, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu le livre de Navier-Stokes sur les fluides,
c'est quelqu'un qui n'a pas voulu les livres d'analyse fonctionnelle très pure. Donc, ce n'est pas un ingénieur de fluide, ce n'est pas un mathématicien pur, mais il a bien voulu les livres quand je lui ai offert une application technologique sur la réduction du son. Donc, c'est quelqu'un certainement qui est ingénieur du son. Et à partir de là, les systèmes apprennent, et vous vous retrouvez dans ces situations où vous dites, mais comment le système a su que j'allais chercher ce livre? Vous rentrez dans le système et avant que vous soyez mis le titre du livre que vous cherchiez, vous l'avez en offert dans l'écran de votre ordinateur. Magique, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas magique, c'est les mathématiques. C'est les mathématiques du reinforcement learning. Et c'est pour cela que les mathématiciens sont voulus partout. Alors justement, en parlant de livres, il y a 501 267 qui demandent si on pourrait avoir un titre de livre qui parlerait des problèmes inverses. Alors, est-ce que vous êtes plus fort que Google pour trouver un titre de livre? Moi, je dirais que, bien sûr, si vous mettez Google Scholar problème inverse, on peut faire les tests. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais à Google Scholar. Vous voyez l'écran vous voyez encore l'écran? Non, il n'y a pas le partage là. Ok, je partage donc Google Scholar avec vous. Ok, donc j'ouvre Google Scholar et là je partage compartir pantalla. Donc on est là, Google Scholar. Donc c'est très simple, Google Académico, Google Scholar. Le système opérationnel de mon ordi est en espagnol, donc j'ai ouvert Google Académico, je mets maintenant problème inverse, là, il corrige, mais on va le forcer quand même à le faire en français. Inverse. Voilà. Donc, ici, utilisation de modèles d'identification non entière pour la résolution des problèmes inverses en conduction. Ça, c'est quelque chose d'un peu pointu. 3 problèmes inverses en glaciologie. Vous comprenez que les problèmes inverses, un peu comme j'ai dit, c'est quelqu'un que les choses qu'utilisent les archéologues, les paléontologues, les géologues, voilà. Problème inverse, aspect numérique, bien sûr, ça c'est dans les archives ouvertes français du système du réseau universitaire français. Voilà. Et bien sûr, moi je dirais que surtout pour les jeunes, pour ceux qui commencent, si j'allais regarder une source pour mieux voir ce que c'est qu'un problème inverse, j'irais à la Wikipédia. Je dirais, au lieu de regarder en Google Scholar, je dirais, OK, je vais à la Wikipédia, je mets problème inverse, Wikipédia. Et voilà, vous l'avez ici en français, en anglais. Évidemment, les contenus ne sont pas identiques, souvent sont plus développés dans une langue que dans une autre. Voilà, problème inverse. Il vous prévient, ce n'est pas complet. Vous voyez en français, il n'est pas si complet, mais si vous allez à l'anglais, voilà, il est beaucoup plus complet. Et là, vous savez, voilà, les différents travel time in tomographie, computer tomographie, le temps d'arrivée, c'est un peu comme les problèmes de Fermat. Combien de temps le signal, d'accord? Parce que quand vous faites une radio, quand vous faites une tomographie, ou chaque fois qu'on prend une image de vous, vous êtes exposé pendant un certain temps. Pourquoi je suis exposé au signal 3 secondes et pas 10 ou pas 1? Pourquoi je dois rester, non, quand on me fait une tomographie, pourquoi je dois rester quelques minutes dans ces cylindres qui fait plein de, non, les magnetic resonance, non, la résonance magnétique, pourquoi on doit rester dans ces cylindres avec plein d'aimants, avec des résonances un peu bizarres dans tous les sens, pourquoi je dois rester si longtemps? Je voudrais partir avant. Non, vous devez rester longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un travel time, il y a un temps de voyage, c'est-à-dire il faut que les signaux, il faut que les systèmes soient capables, à partir des ciments qui envoient des signaux magnétiques et les capteurs qui vont récupérer les signaux qui est passé par votre corps, il est indispensable d'attendre suffisamment longtemps
pour que ce signal est passé partout dans votre corps et avoir récupéré une copie entière. Voilà, donc vous voyez, non convexe, voilà pourquoi la convexité ou la concavité c'est important. Évidemment, quand on a quelque chose de convexe, de rond, il est beaucoup plus facile d'observer de l'extérieur que quand on a quelque chose qui est perforé comme un gruyère, parce que les trous sont beaucoup plus difficiles à récupérer. Donc vous voyez comment à la fin, dans les problèmes inverses, il y a toutes les mathématiques qui se reflètent. Vous voyez Newton, Maxwell, Wave, Diffusion. Et donc là, vous allez avoir une présentation relativement simple des fondements des principes des problèmes inverses, aussi des applications aux sciences atmosphériques, changement climatique, voilà. Séismique, ça c'est très important aussi. Évidemment, on veut détecter des signaux sismiques, n'est-ce pas? Et le plus vite on fait, mieux c'est, parce qu'on a le temps de se mettre à l'abri. Et compress sensing, hein, c'est une des thématiques qui est mentionnée justement dans les prix de Yves Meyer et ses collaborateurs, Príncipe de Asturias, n'est-ce pas? Et voilà, et ici vous avez quelques références de base et là vous allez trouver des livres de différents niveaux de complexité. Hein. Vous allez ici, par exemple, vous savez, mais ça c'est plutôt l'analyse numérique matricielle et l'optimisation. Philippe Ciarlet, qui était un de nos profs au 2A à Paris quand j'étais étudiant à Pierre-Marie Curie, et qui est maintenant prof à City University of Hong Kong, n'est-ce pas? Mais vous allez trouver plein de références. Hein. Il y a des livres beaucoup plus avancés, mais je vous suggère plutôt d'aller vers Wikipédia pour essayer d'abord comprendre les fondements de base. Hein. Mais vous voyez que système inverse ou problème inverse, c'est un peu au fond, c'est un peu comme résoudre un système d'équations, n'est-ce pas? C'est quoi inverse? Inverse, c'est inverser une matrice. Voilà les problèmes inverses le plus simple. Donc, quand on vous donne le système A une matrice et on vous donne le système AX égale à B, la solution X, c'est quoi? C'est A moins 1 fois B. Alors, pour calculer A moins 1, c'est l'inverse d'une matrice. Il faut que vous inversiez la matrice. Voilà le premier problème inverse. C'est pour ça qu'au fait, quand vous allez dans la littérature de la thématique, vous dites « Pourquoi le livre de Ciarlet est là ?» Voilà, justement, parce qu'il vous explique comment on développe des méthodes numériques pour inverser des grandes matrices. Si la matrice est petite, 2 fois 2, 3 fois 3, on le fait chez nous. On sait inverser des petites matrices. Mais quand on a une matrice comme la matrice des adjacences du réseau Internet avec des millions et des millions et des millions d'entrées, on ne peut pas les faire à la main. Il faut des méthodes numériques performantes. Donc, inverser une matrice, c'est le premier problème inverse. Et justement, le génie de Calderon et de ceux qui sont venus après, c'est d'avoir compris qu'en fait, la même chose qu'on fait avec les petites matrices, on peut le faire quand on cherche du pétrole ou quand on cherche un défaut, une maladie, d'accord, une lésion dans le corps humain. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Il y a Francisco qui est un de nos élèves de première. Et il y a une autre question d'orientation aussi, je vais te les regrouper, qui nous demande, il souhaiterait étudier une double licence en mathématiques et informatique. Et il demande où est-ce que tu recommanderais d'aller étudier en France, en Espagne, alors, attention au conflit diplomatique quand même, ou ailleurs en Europe, par exemple en Angleterre. Il y a une autre question. Et pourquoi il peut aller à l'Autonoma de Madrid? Il n'a pas besoin Exactement. Ou à la Sorbonne. En France, il y a plein de choix, y compris l'Université de Toulouse, justement, qui est un laboratoire d'excellence en mathématiques et informatique. Voilà. Je dirais Autonoma de Madrid ou Toulouse. Voilà. Philippe Orsini nous demande aussi quelle principale différence voyez-vous entre l'enseignement des mathématiques en France et en Espagne, au lycée, à l'université? Les approches pédagogiques sont-elles les mêmes? Bon, la plus grande différence, évidemment, entre le système espagnol et les français, c'est que, voilà, en France, il y a un double système. Il y a l'école, les lycées, et après, il y a les classes préparatoires. En Espagne, on n'a pas les classes préparatoires.
Les plus proches, c'est peut-être les lycées qui ont été lancés dans la communauté de Madrid et qui ont un peu cet arôme d'excellence et qui sont uniquement accessibles par les meilleurs élèves et aussi les meilleures excellences. C'est là où mon collègue Roberto Rodríguez del Río enseigne, justement. Il est aussi au temps partiel professeur associé à la Complutense de Madrid, mais il est surtout prof au lycée. Hein? Voilà. La plus grande différence, c'est qu'en Espagne, il n'y a qu'un parcours, d'accord? Alors qu'en France, il y en a deux. Alors, si vous voulez approfondir en mathématiques, en France, vous avez la possibilité d'aller dans des classes préparatoires qui vous préparent au grand concours pour ensuite rentrer, par exemple, à l'école polytechnique où il y a eu Cauchy, où il y a eu Noavier, où il y a eu Meyer et une Lebesgue, Leray. Jean Leray, c'est lui qui a les meilleurs résultats connus sur Navier-Stokes. C'est Jean Leray, mathématicien français, maintenant décédé, dans les années 30. Depuis les années 30, le travail pionnier de Jean Leray, Navier-Stokes, a peu évolué. Lui, il a trouvé la réponse en 2 dimensions. Donc, si on vivait dans un monde plat, d'accord? Donc, si les fluides, ou l'air, c'était juste non, dans une lame infiniment fine, la théorie de Lebesgue s'applique. Mais dès qu'on met l'épaisseur, il peut y avoir la turbulence tridimensionnelle et là, la théorie est encore à faire. Alors, il y a beaucoup de remerciements, je vois. Alors, c'est vrai, étudier les mathématiques, je pense qu'on peut les faire à beaucoup d'endroits de qualité, mais il y a les classes préparatoires. Je pense qu'il faut signaler aussi, parce je crois qu'il faut, en termes d'orientation, aussi penser à où est-ce qu'on va aller vivre à 18 ans. Je crois que c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Et être mobile, je pense que ce qui est important, c'est se dire, je peux commencer à un endroit, finir ailleurs. Enfin, je crois que voilà. Oui, là, il faut dire on a aussi un bel exemple que la communication entre l'Espagne et la France est maintenant est bien plus facile qu'à l'époque, parce qu'en particulier, toutes ces grandes écoles, comme l'école normale supérieure, où se forment la plupart des Medaille Fields, à la rue d'Ulm, à côté de l'Institut Curie, n'est-ce pas? Ou bien l'école polytechnique, où la formation est plutôt orientée en ingénierie, mais aussi avec des composantes dans toutes les autres disciplines importantes, y compris les mathématiques. Ces écoles ont maintenant une porte ouverte aux étudiants internationaux, d'accord? Donc, quelqu'un peut commencer à faire mathématiques et informatique à l'Autonoma de Madrid et après la 2e ou 3e année, joindre l'école polytechnique pour finir son diplôme là-bas, n'est-ce pas? Et avoir une formation d'élite absolument internationale. Donc, comme dit Jean-Baptiste, il ne faut pas penser non plus que maintenant, j'ai fait un choix et ça va déterminer mon futur. Il faut plutôt être ouvert et il y a aujourd'hui aussi la possibilité de même faire toute la licence maîtrise, par exemple, à l'Autonoma de Madrid, compléter un master de mathématiques et informatique et après décider, oh, maintenant, je vais aller à Paris à faire le master de Paris-Saclay sur les images, voilà, les signaux et les machine learning, par exemple. Donc, les chemins sont multiples, mais il faut rester ouvert et surtout, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Donc, moi, la meilleure recommandation que je peux vous donner, c'est que ceux qui ont des inquiétudes et des questions à poser, n'hésitez pas à les faire. Allez surtout confier, allez voir Jean-Baptiste, votre professeur, ou qui en soit, parce que c'est lui qui va vous conseiller mieux. Hein? C'est moi ce que j'avais fait à l'époque. Quand j'étais perdu, j'avais demandé à mon frère, qui lui avait fait la carrière d'ingénieur, d'accord, à l'époque, parce qu'il y avait une pression sociale à l'époque. Si on était scientifique, il fallait étudier ingénierie à Bilbao. Mais c'est lui qui a su me dire, 15 ans après qu'il soit passé par l'université, lui a eu le talent de me dire, ah, si tu aimes les mathématiques, va étudier les mathématiques, d'accord? Donc, quand on a des doutes, il faut surtout aller poser les questions aux gens qui savent, n'est-ce pas? Et moi, je suis bien sûr à votre entière disposition. Vous pouvez m'écrire un email, donc enrique.zuazua@uam.es, c'est pas très difficile, Université Autonome de Madrid.Espagne, et je suis à votre entière disposition, bien sûr. Alors, une autre question, plus enseignement.
une remarque de Richard Castillo qui nous dit bonsoir, beaucoup d'anciens élèves du lycée disent avoir beaucoup de mal, donc du lycée français, disent avoir beaucoup de mal avec les mathématiques dans les écoles d'ingénieurs ou licenciaturas des universités espagnoles, même s'ils avaient de très bonnes notes au lycée. Pourquoi est-ce si différent? Il y a déjà, mais ils sont des difficultés, mais ce sont des difficultés qui se dissipent après le premier semestre, parce que ça, c'est normal. Disons que moi aussi, quand je suis arrivé à l'université à l'époque, je me souviens que les premières semaines, je ne comprenais rien à peine. Hein. Donc, tout était très abstrait, la méthodologie avait changé. Au bac, moi, j'avais étudié à l'université laborale d'Eibar, qui est entre Bilbao et Saint-Sébastien. Et à l'époque, j'avais eu des profs de maths qui faisaient beaucoup de calculs, beaucoup d'exos, des probabilités, les boules blanches, les jaunes, les intégrales. J'avais appris à faire des intégrales la dernière année du baccalauréat en résolvant, c'est pas, on nous avait donné une feuille de 50 intégrales et pendant le bac, on avait dû faire les 50 intégrales. J'avais beaucoup aimé ça, où on avait fait les intégrales par partie, le changement des variables, plein de calculs. Et pourtant, en arrivant à l'université, les mathématiques se sont présentées comme très abstraites. Et alors, au début, je n'avais pas compris. Mais quand on est quand même bien préparé, même si la préparation n'est pas strictement adaptée à la nouvelle conception de l'enseignement, de la pédagogie, on est quand même bien préparé, bien muni pour s'adapter. Donc, la question, c'est est-ce que les élèves du lycée français, quand ils arrivent, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs de Madrid, ils ont des difficultés les premières semaines ou ce sont des difficultés qui ne sont pas surmontables? Parce que si elles ne sont pas surmontables, là, effectivement, il y a un petit souci. Parce que les écoles d'ingénieurs, c'est vrai qu'elles ont tendance à être assez conservatrices et à faire les mathématiques un peu à l'ancienne. Mais quand même, je pense qu'effectivement, tout lycée doit avoir l'ambition de munir aux meilleurs élèves en sciences des bases suffisantes pour pouvoir percer la première couche de difficultés dans les écoles d'ingénieurs. Moi, j'ajouterais un point sur ça. Il y a une croyance parfois qui est un peu fausse, c'est que les mathématiques sont universelles et compréhensibles à n'importe quel endroit du monde. Il y a une dimension culturelle quand même qui est assez forte en mathématiques, et tout bêtement, c'est que ne serait-ce que savoir comment on traite les choses, il y a beaucoup d'implicite dans les problèmes de mathématiques. Et donc, il y a une dimension culturelle dans le côté académique, c'est-à-dire scolaire. Qu'est-ce que je dois démontrer, qu'est-ce que je ne dois pas démontrer? Est-ce que ça, je dois insister? Est-ce que je ne dois pas insister? Il y a beaucoup de choses qui sont implicites et on ne voit pas forcément les mêmes choses. Donc, il y a un gros temps d'adaptation quand on va parler ou changer d'endroit pour faire des mathématiques, où on va dire quelque chose qui est évident pour nous, qui est implicite, on n'a pas besoin de le dire, il faut le dire ailleurs. On ne va pas noter les choses de la même façon. On ne va pas forcément mettre le doigt au même endroit. Et donc, il y a un temps d'adaptation qui est... Je suis tout à fait d'accord. Donc, qui est nécessaire. Il faut se donner les premiers semestres, mais je pense quand même que si, en principe, je ne vois pas pourquoi les élèves plus motivés pour les sciences et les mathématiques du lycée français de Madrid doivent pouvoir surmonter les examens de février des écoles d'ingénieurs à Madrid. Sans doute. Hein? Mais je suis tout à fait d'accord. Les mathématiques, il y a plusieurs niveaux d'abstraction. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà, au début, quand on est tout petit, tout le monde apprend à compter 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde comprend. Mais quand on est à l'école, on voit déjà qu'à l'âge de 7, 8, 10 ans, les élèves commencent à se situer de manière différente par rapport aux mathématiques. Et quand on fait un pas de plus dans l'abstraction des maths, on voit comment moins en moins de gens suivent, n'est-ce pas? Donc, mais en fait, il n'y a pas une autre manière de gagner de la compréhension mathématique et de l'abstraction qu'en faisant des exos, des calculs. C'est une fois que le cerveau fait les intégrales une fois, une autre, qu'à la fin, vous n'avez même pas besoin du crayon. Quand on vous pose la question quelle est la primitive ou quelle est l'intégrale de cette fonction, vous la voyez émerger du tableau, n'est-ce pas? Parce que votre cerveau a été entraîné.
mais il faut entraîner le cerveau à faire des intégrales. Donc, le cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant, mais il faut quand même mettre de l'huile. Ouais, je crois que l'art de l'enseignement en mathématiques, c'est trouver cet équilibre justement entre la technique et la compréhension des objets et des concepts. Et il y a un mathématicien, j'ai oublié, mais qui disait, qui faisait une analogie, je trouve très intéressante, c'est comme en musique. Il faut apprendre à jouer des morceaux, c'est ça qui motive à jouer un instrument, mais il faut faire du solfège, il faut faire les deux. Voilà. Si on ne fait pas de solfège, on n'ira pas bien loin. Mais si on ne joue jamais d'instrument et qu'on ne fait pas de morceaux, on n'aura pas envie d'aller bien loin. Bon. Donc, il faut trouver cet équilibre entre voilà, le solfège et techniques mathématiques, les calculs, qui peut être rébarbatif, mais qui facilite après la compréhension plus profonde et, on va dire, un peu plus dynamisante intellectuellement des objets qu'on manipule et peut-être avoir des idées nouvelles et faire des raisonnements et inventer des choses quand on fait vraiment des mathématiques, on fabrique des mathématiques. Ouais. Moi, j'avais donc, dans mes années à Paris, j'avais collaboré avec Jacques Lullion. J'avais passé une année dans la chaire du Collège de France de Jacques Lullion, c'est un des grands de mathématiques appliquées du XXe siècle, un des personnages les plus marquants au niveau mondial. Et donc, lui, à l'origine, c'était un vrai analyste, un élève donc, de l'école normale, professeur à l'école polytechnique, etc. Donc, il y avait donc l'éducation la plus formelle et abstraite de l'école française, mais toujours avec une vue sur les mathématiques appliquées, les connexions de mathématiques avec la technologie. Il avait par exemple été président aussi du Centre national d'études spatiaux. Donc, ce pont entre les maths et les applications ne peut pas s'oublier. Alors, je vais repartager juste une seconde mon écran parce que je voulais vous conseiller un livre qu'on avait vu passer, mais je ne l'ai pas cité parce que je voyais que j'allais être un peu plus long que prévu. Voilà, quand j'ai parlé de Fermat, c'était quelque part là, non? Là. Voilà. Alors ça, c'est un livre qui est vraiment très bien. Je te le conseille, Jean-Baptiste, si tu ne l'as pas. C'est Analysis by its History. Je ne sais pas s'il est traduit au français. Ernest Heider et Wanner. Heider, c'est le père de le Heider qui a eu quelques années avant la médaille Fields, justement, sur les équations différentielles et stochastiques aussi liées à la turbulence en Navier-Stokes, etc. Alors, dans ce livre, alors ça, c'est un livre qui est très, très bon. C'est l'analyse mathématique racontée selon l'histoire, n'est-ce pas? Et la première page, le préface de ce livre dit souvent, on raconte les mathématiques de manière inverse, dans le sens inverse qu'elles ont été développées. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, nous, quand on fait un cours d'analyse à l'université, on fait d'abord la logique, non? La théorie des ensembles, la logique. Après, on introduit les concepts de limites, epsilon, delta. Avec les concepts de limites, on introduit la continuité. Après, la différenciabilité. Après, on dit que l'intégrale, c'est l'inverse de la différentielle. Et à la fin, on fait des applications de l'intégrale comme calculer les volumes d'un corps 3D ou la surface d'une aire. Pourtant, les mathématiques se sont développées exactement au sens inverse. Déjà, Protagoras d'Abdera à l'époque, il devait calculer la surface d'un terrain parce que quand il y avait un problème d'héritage dans une famille et il fallait diviser un morceau de terre avec une géométrie complexe, il fallait le diviser en 4 parties égales, la réponse n'est pas évidente. Donc, calculer les applications de l'intégrale, c'est à l'origine du calcul. Et ce qui vient juste à la fin, dans le XXe siècle, c'est la logique, la théorie d'ensemble, la formalisation mathématique. Donc, un des grands problèmes de l'enseignement des mathématiques en général, c'est qu'on ignore le développement historique. Évidemment, on ne peut pas non plus enseigner de manière chronologique. On resterait dans les mathématiques des Arabes et on ne passerait pas avant parce qu'il y a tellement de choses à apprendre qu'on a déjà oubliées et qui sont extrêmement jolies
et qui méritent d'être considérés, n'est-ce pas? On ne peut pas faire une approche purement historique, mais oublier la flèche du temps dans l'enseignement des mathématiques, c'est une grosse erreur aussi. Et des fois, les deux forces, voilà, il y a des écoles qui adoptent un formalisme très logique, très conceptuel, très abstrait. Évidemment, quand ils se trouvent dans l'autre côté, dans l'autre terrain du jeu du calcul, plus calculatoire, alors les gens peuvent avoir des difficultés pour passer de l'un à l'autre. Parce que c'est comme, voilà, c'est comme jouer au foot ou rouler en bicyclette. C'est deux activités assez différentes. Oui, on a eu ça en France. Bon, bien sûr, on pense de suite à l'école Bourbaki, voilà, qui a écrit de magnifiques livres qui voulaient unifier les mathématiques. Et l'introduction au premier volume de l'école des livres de Bourbaki, le Bourbaki, comme on dit, donc c'est pas un mathématicien, c'est un ensemble de mathématiciens qui oui, c'est comme les pythagoriciens. Voilà, donc il y avait un peu de ça. Et si vous commencez ces livres-là, il dit aucune connaissance, aucun prérequis en mathématiques n'est nécessaire, il suffit de lire les livres dans l'ordre. Après, je vous invite à ouvrir le premier livre de Bourbaki et on en reparle et on verra ce que vous en pensez. Mais formellement, ils ont raison, on n'a besoin de rien savoir avant. Et effectivement, on ne comprend rien si on fait ça. Donc, si on n'a pas de mathématiques, on ne comprend rien. Il y a autre chose qui me fait penser aussi, on a vu la diapo avec le i égale racine de moins 1. Ouais, donc, au moment où on a pensé au nombre imaginaire, ben, les nombres négatifs n'étaient pas si clairs que ça encore. C'est-à-dire qu'il y avait encore des débats de gens qui savaient est-ce qu'un nombre négatif est un nombre? Est-ce que je peux considérer moins 5 comme 5 ou pas? Et jusqu'à très tard, ce n'était pas tranché. Et alors que pour nous, ce n'est pas évident hein, quand on commence à réfléchir à multiplier moins 5 par moins 3, qu'est-ce que ça signifie? Alors la règle est facile à comprendre. Pourquoi ça fait 15? Essayer d'expliquer ça, ce n'est pas évident. Et ce n'était pas du tout clair d'un point de vue algébrique. Et donc, je crois qu'on a besoin effectivement de mettre un petit peu de la théorie, puisque nous, ça, on l'explique à des enfants de 11-12 ans, que ces idées-là. Mais si on ne fait que dans l'ordre, on va dire, d'un purement déductif, on ne peut pas faire des maths, on ne comprend pas les maths puisqu'on ne sait pas où on va et donc il faut aussi aborder des problèmes historiques, des problèmes, voir un petit peu comment les choses sont arrivées effectivement. Donc, oui, donc c'est comme l'infini. Alors l'infini, on a tous une certaine compréhension de l'infini, non? L'infini est au-delà de l'infini, non? Donc bon, il faut dire qu'une conceptualisation de l'infini, c'est pas une chose simple. Mais on n'a pas besoin de donner toute la théorie sur l'infini quand on est le premier jour à l'université ou au baccalauréat, n'est-ce pas? Mais comme tu l'as dit, il faut quand même effectivement prévenir les gens. Les choses ne sont pas si évidentes que ça, c'est-à-dire ou les zéros. C'est quoi zéro? Ou c'est quoi l'ensemble vide, n'est-ce pas? C'est quoi l'ensemble vide? S'il est vide, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas un ensemble. Oui, mais il y a des questions qui sont profondes. Par exemple, on dit le monde, ok, la planète Terre, ok, on dit d'accord, on fait partie du système solaire. Très bien. Et le système solaire est dans une galaxie, et après il y a l'univers. On ne sait pas trop s'il est infini ou fini. On ne sait pas trop s'il est créé par un dieu ou s'il est venu d'un Big Bang. Oui, mais où il est placé tout ça? Quelqu'un peut dire où toute cette masse, cette matière, cette construction cosmique complexe, où est-elle placée? C'est où? Ce n'est pas des questions simples. Donc, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions à la fois. Donc, il faut aller un peu par couche. Et comme tu as dit, Jean-Baptiste, je pense que c'est comme quand on entraîne. Il faut la main droite, mais il faut aussi la main gauche. C'est-à-dire, il faut faire des calculs, mais il faut réfléchir. Et même réfléchir aux mêmes questions. Parce que souvent, c'est en revenant aux vieilles questions qu'on trouve de nouvelles réponses. D'accord? Si vous parlez avec une meilleure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait, mais probablement il vous dirait, au fait, les ondelettes, quand on les a faites, tout était déjà là un peu. Mais il fallait revenir en arrière et comprendre comment les différents morceaux, les contributions de l'un et l'autre dans des directions un peu différentes, comment le tout
permettait de construire un jeu, un mécano qui est cohérent en lui-même et qui donne une nouvelle théorie un peu comparable à celle de Fourier à l'époque, n'est-ce pas? Et qui permet, par exemple, la compréhension du son. Alors, merci. Alors, il y a un défaut des mathématiciens, c'est quand ils commencent à parler de maths, ils ne s'arrêtent jamais. Donc, je crois qu'il commence à être tard. Il va falloir songer à conclure. J'espère que, enfin, vu les commentaires, je crois que l'exposé a été apprécié. Et j'espère surtout que ça a donné envie d'aller faire des mathématiques et de continuer à en faire pour ceux qui en font, qui sont en train d'en faire. Bien sûr, où que ce soit, on va dire. Mais il faut trouver un endroit où on a envie d'aller et envie d'étudier et envie de bouger en français, en espagnol, en anglais ou n'importe quelle autre langue. Donc, je crois que Maria peut-être clore la conférence. C'est ça. Bon, merci beaucoup pour votre présentation, Enrique, aussi pour ce dernier échange. Je crois que vous avez bien répondu aux questions des élèves qui seront très contents d'avoir assisté à cette excellente présentation. Donc, je voudrais profiter de ce moment pour vous inviter aussi au café scientifique du mois de mai qui portera sur des questions de biologie. On comptera avec la participation de Consuelo Prado, biologiste, et le café s'intitule « Nous les femmes, sommes-nous le sexe faible ?» Donc, je vous invite pour nous rejoindre. Et donc, je ne sais pas si Carmela veut dire quelque chose. C'est bien gentil, Maria. Non, tu finis. Maria est une stagiaire au pôle francophone pendant quelques mois. Et vraiment, c'est un luxe de compter avec nos mathématiciens, comme j'ai dit au chat, mais aussi avec Maria, avec Anna Tovar qui s'occupe en ce moment du pôle, aussi de Maria Casado, et surtout de l'AUF qui nous soutient, disons, qui nous a vraiment invités à participer avec ce projet défini pour la francophonie, pour faire ce pôle francophone et ces cafés scientifiques. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Enrique, professeur Tuatua. Merci beaucoup, Jean-Baptiste et le lycée français de Madrid. J'espère qu'on fera bien sûr des activités là-bas et que le lycée français puisse venir aussi à la UAM pour nous visiter et pour vous montrer nos installations et pour partager la science qui nous passionne à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Et comptez sur moi. S'il y a des questions des élèves ou d'autres, n'hésitez pas à me dire. Merci Carmela, merci Maria. Anna aussi, je ne sais pas s'il est encore là ou pas. Et Jean-Baptiste, merci encore. À bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.